Si ce n'était pas pour ta pension, on n'aurait même pas besoin de toi ici, c'est ce que m'a dit Damian, mon propre fils. Le même qui, autrefois, dormait contre ma poitrine avec des doigts si petits qu'on aurait dit des pétales de fleurs. Le même qui pleurait si je m'éloignais de quelques pas au parc. Le même qui, des années plus tôt, m'appelait « Mamita » quand il tombait et s'éraflait le genou. Ce soir-là, il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il l'a dit debout, de l'autre côté de la cuisine, en regardant son téléphone, comme si c'était une vérité simple, un fait sans émotion, une équation mathématique. Pour lui, j'étais un revenu, un montant mensuel qui permettait à cette maison de tenir debout. Rien de plus. J'avais une cuillère en bois à la main, car je remuais le riz pour qu'il ne colle pas. La viande était déjà au four. Roberta avait dit qu'elle voulait des pommes de terre rôties, alors j'avais aussi préparé ça. Il faisait chaud, j'avais mal au dos, et j'avais passé toute la journée à nettoyer et à faire la lessive parce qu'on attendait des visites. Mais malgré tout ça, j'ai souri quand Juana est entrée en courant pour me faire un câlin. Elle était la seule raison pour laquelle je continuais à tenir bon. Après ce que Damian a dit, plus personne n'a parlé. Roberta, depuis le couloir, a juste esquissé un petit sourire. Elle n'a rien dit, mais ce n'était pas nécessaire. Elle avait déjà gagné. Moi non plus, je n'ai pas prononcé un mot. J'ai fini de remuer le riz, j'ai éteint le feu, et avec les mains qui tremblaient, j'ai enlevé mon tablier. Je ne savais pas si je ressentais de la colère, de la tristesse, ou un mélange mortel des deux. Je suis allé au lavabo, j'ai ouvert le robinet, je me suis mouillé le visage. Il fallait que je me calme. Pas devant eux. Pas là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé dans le même lit que j'avais partagé avec Salvador, mon défunt mari, pendant presque 40 ans. La chambre qui, maintenant, ne m'appartenait presque plus. Les murs n'étaient plus à moi. Mes affaires étaient réduites à une commode et une boîte sous le lit. Le reste servait de rangement. Ma vie, compactée. J'ai regardé le plafond pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes. Et pendant que j'écoutais le léger bourdonnement du ventilateur, une seule phrase me tournait dans la tête. Comment en sommes-nous arrivés là? Revenir au début, ce n'est pas facile. Parfois, on préfère ne pas remuer ce qui fait mal. Mais maintenant, je sais que c'est nécessaire. Il y a 3 ans, après la mort de Salvador, la maison est devenue très grande. Au début, la solitude me semblait douce, un murmure calme qui me laissait tranquille. Mais au fil des mois, ce silence est devenu un puits. Alors, quand Damian m'a demandé de l'aide, je n'ai pas hésité une seconde. Maman, Roberta a perdu son travail, on est en retard sur le loyer et je ne sais pas quoi faire. Venez à la maison, lui ai-je dit sans réfléchir. Il y a de la place ici. Ils sont arrivés un après-midi de janvier, avec Juana par la main et 3 grosses valises. J'avais préparé la chambre d'amis, changé les draps, même acheté une nouvelle lampe. J'étais heureuse. Ma famille était de retour. Juana m'a serré très fort et m'a chuchoté à l'oreille. Mais tu m'as trop manqué, Ao. Je croyais que tout allait bien se passer. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits détails. Roberta ne me regardait jamais directement. Elle était toujours occupée, toujours énervée pour quelque chose. Au début, je pensais que c'était le stress, la pression d'être au chômage, le temps d'adaptation. Mais ensuite, les commentaires ont commencé. « Ta mère ne respecte pas les espaces », disait-elle à Damian, pensant que je n'entendais pas. Elle est toujours là, comme si la maison lui appartenait. Et oui, elle était à moi. Légalement, officiellement, à mon nom. Mais je ne le disais pas. Je ne voulais pas créer de conflit. Petit à petit, la maison a changé. Je continuais à cuisiner, nettoyer, payer les factures. Ma pension, même modeste, couvrait l'électricité, le gaz et une partie des courses. Damian avait trouvé un travail, mais ce n'était pas stable. Roberta ne travaillait toujours pas, mais portait des vêtements neufs chaque mois. Et pourtant, je commençais à sentir que j'étais de trop. Ou du moins, c'est ce qu'il me faisait ressentir. Un soir, Roberta m'a demandé de ne pas m'asseoir à table avec eux parce qu'ils devaient parler en couple. Le lendemain, ma chaise n'était plus là. Il l'avait retirée de la table. Je suis devenu invisible. Mais je continuais à préparer le petit déjeuner, faire les courses, emmener Juana à l'école.
Quand Roberta avait la migraine ou était très occupée, c'est moi qui assurais. Je suis devenu une ombre qui faisait tourner leur routine, sans que personne ne le remarque. Jusqu'à ce qu'un matin, Damien me demande si je pouvais mettre la maison à son nom. Il disait que ce serait plus pratique pour tout le monde, que si jamais il y avait une urgence, ce serait plus simple. Je l'ai regardé longtemps. Et je l'ai fait. Je suis allé chez le notaire, j'ai signé, j'ai donné, j'ai fait confiance. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me le ferait payer comme ça. Un mois plus tard, ma chambre a été réduite. Ma salle de bain privée, partagée. Mon indépendance, effacée. Je suis devenu une silhouette en arrière-plan. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne m'écoutait. Sauf Juana. Elle restait ma lumière. Chaque nuit, elle venait se glisser dans mon lit, même si Roberta n'aimait pas ça. Elle me racontait ce qu'elle avait appris à l'école. Elle me dessinait des fleurs. Elle me disait qu'elle m'aimait très fort. C'était la seule raison pour laquelle je ne faisais pas mes valises pour partir. Même si je n'avais nulle part où aller. J'avais tout donné. Ce soir-là, après la remarque de Damien, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un moment de colère. Ce n'était pas une phrase dite sans réfléchir. C'était ce qu'il pensait. Ce qu'il ressentait. Ce en quoi il croyait. Et alors, pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Mais pas de douleur. De clarté. Je suis allé dans la cuisine. Tout le monde dormait. Je me suis assise devant le four éteint. J'ai regardé la casserole de riz encore tiède. Puis j'ai pris mon vieux carnet, celui où je notais mes recettes, et j'ai écrit une seule phrase. Je mérite plus que ça. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai fait du café. Je me suis coiffé. J'ai mis la robe bleue que Salvador disait toujours qu'elle me faisait ressembler à un ciel d'été. Et je suis sorti sans dire où j'allais, sans demander la permission. Je n'ai pas pris de valise, j'ai pris une décision. Je n'ai pas marché longtemps, je n'avais pas de destination précise. Mais mes pieds savaient où aller. Parfois, le corps devance l'esprit. J'ai traversé 2 rues, je suis passé devant une boulangerie qui sentait encore la pâte chaude. Et je suis arrivé devant un local que je n'avais pas visité depuis des années. C'était un petit café modeste, avec des plantes suspendues à l'entrée et des chaises en fer forgé. Un panneau en bois disait « Le coin de Francisca ». J'ai hésité une seconde, puis je suis entré. Elle était là, assise derrière le comptoir, feuilletant un magazine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon en désordre, et elle avait des lunettes sur le bout du nez. Elle m'a regardé, et pendant un instant, elle a froncé les sourcils, comme si elle ne me reconnaissait pas. Puis ses yeux se sont agrandis. « Estefania !» s'est-elle exclamée avec un sourire qui m'a rendu un morceau de jeunesse. Mon Dieu, quelle surprise! Je ne savais pas quoi lui dire. Mes mains tremblaient. Francisca avait été ma meilleure amie dans ma jeunesse. On était inséparables, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Elle avait choisi de voyager, d'étudier à l'étranger, de se marier avec un Chilien, puis de divorcer. Moi, je suis resté dans le quartier. Je me suis marié avec Salvador, j'ai élevé Damien, j'ai été femme au foyer toute ma vie. Elle avait vécu 1000 choses. Moi, j'avais vécu en rond. Et pourtant, à cet instant, le temps ne comptait plus. On s'est prise dans les bras comme si on s'était vu hier. « Qu'est-ce que tu fais par ici ?» m'a-t-elle demandé en me servant un café sans même demander. Comme si elle savait que j'en avais besoin. Je ne sais pas, ai-je répondu, sincère. J'avais juste besoin de sortir de chez moi. Alors tu es au bon endroit, a-t-elle dit en montrant une table près de la fenêtre. Ici, personne ne te presse, personne ne te demande rien. Et il y a toujours du café chaud. On s'est assise, et je lui ai raconté par morceaux ce qui s'était passé. Pas tout. Pas encore. Mais assez pour qu'elle comprenne que quelque chose en moi s'était brisé. Francisca m'a écouté sans m'interrompre. Elle a seulement froncé les sourcils quand j'ai parlé de la phrase de Damien. Puis elle est restée silencieuse quelques secondes. Tu sais quoi, a-t-elle dit enfin. Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses. J'ai souri, sans y croire. Ça ne se voit pas. Parce qu'on t'a appris à te taire, à te sacrifier, à ne rien demander. Mais ça, Estefania, ce n'est pas de la force.
C'est de la soumission. Et toi, tu peux en sortir. Je n'ai pas répondu. Mais ces mots sont restés plantés en moi comme des graines. Je suis rentré à la maison avant midi. Roberta m'a regardé depuis le canapé, les sourcils froncés. T'étais où? Je me suis promené. Sans prévenir? Damien s'est inquiété. Mensonge. Il n'avait même pas remarqué mon absence. Mais je n'ai rien dit. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis allongé. Juana est entrée peu après. Ça va? Oui ma chérie, juste un peu fatiguée. Elle s'est blottie contre moi. Sa chaleur était un baume. Elle m'a parlé d'un dessin qu'elle avait fait en classe. C'était une femme avec une cape qui volait au-dessus d'une ville. C'est une héroïne. Je l'ai appelée Estefania Bleu. Comme moi? Évidemment. Tu es mon héroïne. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai eu du mal à avaler ma salive. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, j'ai écrit une autre phrase dans mon carnet. Je n'ai pas besoin de permission pour recommencer à zéro. Les jours suivants furent différents. J'étais la même, mais quelque chose avait changé. Je ne répondais plus tout de suite quand Roberta exigeait quelque chose. Je ne me précipitais plus pour mettre la table ou faire la vaisselle dès qu'il finissait de manger. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la dignité. De petits actes de résistance. Personne ne les remarquait au début. Un jeudi après-midi, je suis retourné au café. Francisca m'attendait avec un plateau de gâteaux et de café. On s'est assis sur la terrasse. Elle m'a parlé de ses voyages, de comment elle avait décidé d'ouvrir ce lieu après son divorce. Elle l'avait fait avec ses économies et un petit héritage. Elle m'a montré de vieilles photos. On a beaucoup ri. Je me suis sentie vivante. Pourquoi tu ne viens pas plus souvent, m'a-t-elle dit. Tu pourrais même m'aider avec quelques recettes. Je sais que tu cuisines super bien. Travailler ici? Je ne vois pas ça comme un travail. Je vois ça comme reprendre le contrôle. Je suis rentré à la maison avec un mélange d'enthousiasme et de peur. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai dit, l'air de rien. Aujourd'hui, je suis allé au café d'une amie. Elle m'a proposé de l'aider en cuisine. Damien n'a même pas levé les yeux. Roberta, si. Travailler? À ton âge? Oui. Pourquoi pas? Parce que tu n'en as pas besoin. Tu as une pension. Et puis, qui va s'occuper de Juana quand on n'est pas là? Juana a 12 ans. Elle peut aller à l'école toute seule. Et moi, j'ai besoin de quelque chose pour moi. Le silence s'est installé à table. Personne ne m'a soutenu, mais personne ne me l'a interdit non plus. Alors, je suis retourné au café. Les premiers jours, je me sentais maladroite, lente, pas à ma place. Mais Francisca m'encourageait. Elle m'a appris à utiliser la caisse, à faire le café avec la nouvelle machine, à organiser les vitrines. Elle m'a même laissé décorer un coin avec des objets anciens que j'avais gardés chez moi. Une horloge à pendule, un service à thé hérité de ma mère, un vase avec des marguerites séchées. Les clients ont commencé à arriver, attirés par cet espace nostalgique. Je les servais avec le sourire. Je me sentais utile. Visible. Précieuse. Un jour, j'ai rencontré Omar. Il est entré doucement, avec une canne, un sourire poli. Il a commandé un thé au miel et s'est assis pour lire le journal. Il revenait chaque jeudi. Parfois, on parlait de livres. D'autres fois, de politique. Il m'a dit qu'il était avocat à la retraite. Intelligent, gentil, toujours bien habillé. Il préférait écouter plutôt que parler. Il me faisait me sentir respecté. Un soir, alors qu'on fermait, Francisca m'a regardé avec malice. Je crois qu'Omar t'aime bien. J'ai ri, un peu gêné. Ne sois pas ridicule. Pourquoi es-tu une femme belle, Estefania? Tu as vécu, tu as aimé, pourquoi tu ne pourrais pas recommencer? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'étais pas prête à penser à ça. Mais ça faisait du bien de l'entendre. Un vendredi, en rentrant à la maison, j'ai trouvé mes affaires empilées dans le salon. Des vêtements, des livres, une boîte de photos, ma boîte à couture, tout dehors, hors de ma chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Roberta, les bras croisés, a répondu sans broncher.
On a besoin d'espace. On va rénover et transformer cette chambre en bureau. On t'a préparé un coin dans la buanderie. Il y a un matelas. Je suis resté sans souffle. Pas à cause de l'humiliation, mais à cause de leur froideur. Et Damian, il est d'accord? Il a signé les papiers. Tu te souviens? La maison n'est plus à toi. Je n'ai rien répondu. Je me suis approché, j'ai pris une de mes photos en moi, Salvador et Damian Petit. Et je l'ai serré contre ma poitrine. Puis je suis monté. J'ai dormi dans la buanderie. Mais cette nuit-là, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Le jour approche où ils arrêteront de me sous-estimer. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mon corps était épuisé, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. La buanderie sentait l'humidité et la vieille lessive. Chaque bruit de la maison résonnait entre les murs en béton. Mais plus que ça, ce qui m'empêchait de dormir. C'était le souvenir pas de ce qui venait de se passer, mais de tout ce que j'avais laissé faire avant. Je pensais à toutes ces années où j'avais cuisiné avec soin. À toutes les fois où j'avais veillé sur Juana malade. À toutes les nuits où je me levais sans bruit pour ne gêner personne. À chaque fois où j'acceptais des paroles dures sans jamais répondre. Quand, exactement, suis-je devenu une présence invisible dans ma propre famille? Le lendemain matin, je me suis douché tôt. Je me suis habillé comme d'habitude, avec mon chemisier préféré. Et un foulard brodé que ma mère m'avait offert des années plus tôt. Roberta ne m'a même pas regardé quand je suis sorti. Damian s'est enfermé dans son bureau, disant qu'il avait un appel vidéo urgent. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je n'avais pas faim. J'ai marché jusqu'au café, avec un poids sur la poitrine que je n'arrivais pas à faire partir. Mais dès que j'ai ouvert la porte du coin de Francisca et entendu la petite cloche, quelque chose en moi s'est calmé. Francisca a tout de suite remarqué mon visage. Et qu'est-ce qu'il s'est passé maintenant? Ils m'ont viré de ma chambre. Je dors dans la buanderie. Elle a arrêté de nettoyer la cafetière et m'a regardé droit dans les yeux, comme pour être sûre. Comment ça, viré? Ils ont besoin de place. Ils vont faire de ma chambre un bureau. Francisca a enlevé son tablier d'un geste sec et s'est approchée. Tu ne peux plus laisser passer ça, Estefania. Ce n'est ni normal, ni juste, ni humain. C'est leur maison, légalement, je n'ai plus de droit. Peut-être. Mais moralement, ils n'ont aucun droit de te traiter comme ça. On est resté silencieuse quelques secondes. Puis elle m'a pris la main. Il y a des façons de te défendre. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est un très bon avocat. Il s'appelle Omar. Omar? Le client? Oui. Il fait encore des conseils, même à la retraite. Il ne demande pas d'argent. Il le fait parce qu'il croit en la justice. Je sais pas, Francisca. Je veux pas que ça aille aussi loin. Et tu crois qu'on est à quel niveau, là? Dormir entre des balais et des seaux, voir tes affaires jetées comme des ordures? Je n'ai rien pu répondre. Elle avait raison. Chaque jour, je me persuadais que je méritais le minimum. Que je devais être reconnaissante pour un toit et une assiette, même si ça venait avec du mépris. Mais ce n'était pas la vie que je voulais. Omar est passé l'après-midi. Francisca lui avait tout raconté. Et lui, avec son calme habituel, s'est assis avec moi, son carnet en main. La première chose à savoir, m'a-t-il dit, c'est que même si tu as donné la maison, si on peut prouver que tu l'as fait sous pression, ou sans comprendre les conséquences, on peut demander l'annulation. En plus, il y a des lois qui protègent les personnes âgées dans ce genre de cas. Ça veut dire quoi, en langage simple? Que si on prouve que tu as été manipulé ou maltraité moralement, tu peux récupérer ta part, ou au moins un espace digne, ou une compensation. Je l'ai regardé, étonné. Et comment on prouve ça? Avec des témoins. Avec ton carnet, par exemple. Si tu as tout noté, ça peut t'aider. Et si Juana est de ton côté, aussi. J'ai eu un nœud dans le ventre. Je ne voulais pas mêler ma petite fille à tout ça. Mais je savais qu'elle y était déjà, rien que parce qu'elle m'aimait. Je l'ai remerciée, et je lui ai promis d'y réfléchir. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison, décidé à parler avec Damian. J'ai attendu que Roberta soit enfermée dans sa chambre. Et je l'ai trouvée dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau. J'ai besoin de te parler. Maintenant.
Non, maman. Je suis fatigué. Pas maintenant. Si je ne parle pas maintenant, je vais tomber malade. Damien s'est retourné et m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça me fait mal. J'ai quitté ma maison, mes souvenirs, tout ce que j'ai construit pour vous. Et maintenant, je dors dans un coin, comme une intruse. Ce n'est pas comme ça. Si. Et tu le sais. Je n'ai rien demandé en échange. Je voulais juste être là, aider, m'occuper de Juana. Et vous m'avez chassé de ma chambre comme si je ne comptais pas. Damien a serré la mâchoire. Il n'a rien dit. Puis il est parti, sans répondre. Le lendemain, je me suis assise dans le jardin avec Juana. Elle avait un livre de contes, mais elle a vu que j'étais ailleurs. Qu'est-ce que t'as, Ag? J'ai besoin de faire quelque chose d'important, ma chérie. Et j'aurais peut-être besoin de ton aide. Ses yeux se sont illuminés. Ce que tu veux. Tu pourrais écrire sur une feuille comment on me traite ici? Je sais que tu as tout vu. Elle a baissé la tête. C'est pour un procès? Pas forcément. Mais j'ai besoin de preuves pour me protéger. Juana a hoché la tête doucement. Puis elle m'a prise dans ses bras. Je veux pas que tu partes. Je ne partirai pas sans me battre. Les jours suivants, Omar et moi avons commencé à travailler discrètement. Il m'a appris à tout noter, à parler sans trembler, à regarder les gens droit dans les yeux. Francisca m'a soutenu entièrement. Horaire flexible au café, conseils, et surtout sa présence. Je ne me suis jamais senti seul pendant tout ce processus. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai trouvé ma boîte à couture par terre. Des aiguilles cassées, des fils partout, mes ciseaux rouillés. C'était mon objet le plus précieux. Je l'ai ramassé avec soin. Je suis monté sans dire un mot. Et cette nuit-là, j'ai su que ma décision était prise. Le lendemain, j'ai emporté tous mes papiers au café. Omar les a examinés attentivement. Puis il a levé les yeux. On est prêt. Dis-moi juste quand tu veux lancer la procédure. Maintenant. Alors prépare-toi, Estefania. Parce qu'une fois lancé, tu ne pourras plus reculer. Je l'ai regardé fermement. Je ne veux plus reculer. On a déposé la plainte un vendredi matin. Omar l'a remise lui-même au tribunal. Et m'a expliqué qu'il fallait maintenant attendre que Damien et Roberta reçoivent la notification. Même si on avait agi avec détermination, je suis rentré chez moi avec la gorge nouée. Je me sentais partagé. Fier d'avoir agi, mais dévasté à l'idée d'affronter mon propre fils devant la justice. Mais il n'y avait plus de retour possible. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la dignité. Les jours suivants, un silence tendu régnait dans la maison. Je ne disais rien. Eux non plus. Roberta continuait de se déplacer comme si elle flottait dans un monde à elle. Donnant des ordres à Juana, m'ignorant totalement. Damien évitait mon regard. Seule Juana restait près de moi, s'asseyant chaque soir à mes côtés, en silence ou avec ses livres. Un après-midi, alors que je préparais du thé dans la cuisine. J'ai entendu sonner avec insistance. Je suis allé ouvrir. C'était un huissier du tribunal. Damien est descendu en entendant les voix. Et il est resté figé en voyant l'homme avec une enveloppe à la main. Damien Cortés, demanda l'agent. Oui. Notification judiciaire. Vous avez un délai pour répondre. Il lui a tendu l'enveloppe et lui a fait signer un reçu, puis il est reparti. Le silence qui est resté après son départ était comme une fissure dans la maison. Roberta est descendue aussitôt. En voyant l'enveloppe dans les mains de Damien, elle la lui a arrachée violemment. C'est quoi ça? Damien lisait à voix basse, les lèvres serrées. C'est maman? Elle nous a poursuivis en justice. Roberta m'a regardé comme si je lui avais craché au visage. Quelle honte. Quelle bassesse. C'est une défense. Je ne vais plus me taire. Et tu crois obtenir quoi? Tu veux nous prendre la maison? Non. Juste retrouver mon droit à vivre dignement. À ne plus être invisible. À ne plus être traité comme un vieux meuble. C'est une trahison. Cria Damien soudainement. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Fait pour moi? Vous m'avez pris ma chambre. Vous avez fait de moi une charge.
Vous avez utilisé ma pension comme si c'était la vôtre. Juana est apparue derrière, sans que personne ne l'ait remarqué. Elle avait tout entendu. Elle s'est approchée lentement et s'est mise à mes côtés. Moi, je soutiens mamie. Damian l'a regardé, surpris. Qu'est-ce que tu racontes? Mamie ne mérite pas ça. J'ai vu comment vous la traitez, c'est pas juste. Roberta a éclaté de rire, incrédule. Parfait, maintenant la gamine aussi se retourne contre nous. Damian a baissé les yeux. Il n'a rien répondu. Roberta est montée à l'étage, furieuse, et a claqué la porte de la chambre. Mon fils m'a regardé longuement. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Il y avait pire, de la honte. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, ai-je répondu calmement. Parce que j'ai tout essayé avant. J'ai parlé, j'ai supporté, je me suis effacé. Mais vous n'avez pas changé. Et moi, je ne veux plus disparaître. Damian n'a plus rien dit. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse que jamais. Comme si quelque chose s'était brisé, et qu'on savait tous que ça ne se réparerait plus. Les jours suivants ont été tendus. Roberta se comportait comme une étrangère. Elle me bousculait l'épaule en passant près de moi, laissait les portes ouvertes pour que le bruit m'arrive dans la buanderie où je dormais. Elle a changé les horaires des repas. Parfois, elle ne me servait rien du tout. Mais ça ne m'atteignait plus autant. Je savais qu'il fallait que je note tout. Que je garde une trace. Chaque offense devenait une preuve. Omar m'a accompagné aux premières audiences. Raconter mon histoire devant des inconnus a été à la fois humiliant et libérateur. J'ai tout raconté. Comment j'avais cédé la maison par amour. Comment on m'avait relégué. Comment j'avais perdu peu à peu ma place. Juana a écrit une lettre, présentée au juge. Ces mots étaient si purs, si sincères, que même le greffier a détourné le regard. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Elle m'a protégé quand personne d'autre ne pouvait. Je l'ai vue être mise à l'écart. Je l'ai vue quand on ne lui parlait plus. Je l'ai vue quand on faisait comme si elle n'existait pas. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un traiterait ainsi la personne qui nous a tout donné. Omar a lu la lettre à voix haute, calmement. C'est là que j'ai compris que ma petite fille avait plus de courage que beaucoup d'adultes. Je lui ai souri depuis le banc des témoins. Elle, assise au fond de la salle, m'a regardé avec les yeux brillants. En parallèle, Francisca est devenue mon pilier. Elle me donnait de la force quand j'avais envie de baisser les bras. Elle me rappelait qui j'étais, avant tout ça. Un jour, elle m'a emmené marcher dans un parc. Elle m'a parlé de sa vie, de ses voyages seuls à 50 ans. Des choix qu'il avait éloignés de sa famille. Des blessures et cicatrices qu'il avait fallu du temps à refermer. La liberté n'arrive pas d'un coup, Estefania. Elle se construit, et ça fait mal. Mais une fois qu'on l'atteint, on ne revient plus en arrière. Cette phrase m'est restée dans la tête. Un matin, on a reçu la convocation pour une audience de conciliation. C'était la dernière chance de trouver un accord sans jugement. Je suis allé au tribunal le cœur serré. Omar m'a expliqué que si Damian acceptait, on pourrait mettre par écrit. Une chambre privée, un accès libre aux pièces communes, du respect. Et une part équitable de ma pension à moi seul. On a attendu dans une petite salle. Ils sont arrivés en retard. Roberta est entrée comme si elle sortait d'une fête. Damian, lui, avait les yeux fatigués. Quand le médiateur a lu les conditions, Roberta s'est levée, indignée. C'est du chantage. C'est un accord, a dit Omar. Et il est volontaire. Personne ne vous oblige. Mais si vous ne signez pas, ce sera le juge qui décidera. Damian a avalé sa salive. Il m'a regardé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait accepter. Mais Roberta lui a touché le bras, lui a soufflé quelque chose. Et il a baissé les yeux. On n'accepte pas. Le médiateur a hoché la tête. Alors le procès continue. On est sorti en silence. Cette nuit-là, sans dire un mot, j'ai préparé une petite boîte avec des objets précieux. Des photos, de vieilles lettres, un foulard brodé par ma mère, et la lettre de Juana. Je l'ai cachée dans un coin de la buanderie, dans un sac plastique. Comme un trésor. Parce que c'en était un. Pas pour sa valeur, mais pour ce qu'il représentait. Ma mémoire, ma vérité, mon histoire, et maintenant ma décision de ne plus jamais me taire.
Les semaines suivantes, la maison est devenue plus froide. Pas à cause du climat, mais de l'ambiance. Tout était silencieux. Comme une fausse paix avant une tempête qu'on sait inévitable. Je bougeais avec précaution, comme si chaque pas risquait de déclencher une nouvelle dispute. Roberta semblait vouloir me prouver chaque jour que je n'avais aucun pouvoir. Elle trouvait sans cesse de nouvelles façons de me le faire sentir. Elle a changé la serrure de la salle de bain du couloir, je ne pouvais utiliser que celle de la buanderie. Où il n'y avait même pas d'eau chaude. Elle a mis des verrous sur le placard à provisions. Elle me laissait du pain rassis, du riz sans sel et du café fade. Je ne disais rien. Je notais tout. Omar m'avait demandé de tout documenter. J'avais un cahier caché entre mes livres, où j'inscrivais les dates, les paroles, les actions. Je n'étais plus une victime résignée. J'étais une femme silencieuse, mais lucide, en train de collecter les preuves. Juana, elle, devenait plus rebelle. Elle commençait à dormir chez son amie Anna pour éviter les disputes. Elle avait demandé à son père à pouvoir passer certaines nuits chez Francisca. Au début, Damian avait dit oui. Mais Roberta s'y était vite opposée. Elle disait que Francisca me mettait des idées en tête. Et qu'elle ne voulait pas que sa fille soit influencée par une vieille folle. Juana l'a affrontée. Je ne l'avais jamais vue crier comme ça. Roberta l'a giflée. J'ai tout vu depuis la porte entr'ouverte. J'ai couru vers ma petite fille, je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai protégée comme si elle était encore une enfant fragile. Roberta m'a crié de ne pas me mêler de ceux qui ne me regardaient pas. Damian est descendu trop tard. Quand il est arrivé, Juana s'était déjà enfermée dans sa chambre. Et moi, j'avais une main tremblante sur la poitrine. Il n'a rien dit. Pas un mot. Ni reproche, ni excuse. Il a juste regardé Roberta comme on regarde un incendie après qu'il a tout détruit. Le lendemain, Juana n'est pas allée à l'école. Elle est restée avec moi toute la journée, assise à l'ombre dans le jardin, sans parler. Je lui ai préparé un chocolat chaud, le même que je faisais quand elle était petite. Elle m'a demandé si j'avais été heureuse un jour. Je lui ai dit que oui. Souvent. Même si je ne m'en souvenais plus très bien. Elle m'a souri avec tristesse. Je veux que tu sois heureuse à nouveau, mamie. Peut-être que ce n'est plus pour moi, ma chérie. Si, mamie. Il faut juste que tu y crois. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon cahier. Juana croit encore en moi. Moi aussi, je dois recommencer à croire en moi. Quelques jours plus tard, nous avons reçu la convocation officielle. La date du procès était fixée. Omar m'a appelé pour m'expliquer les détails. Savoir qu'on avait enfin une audience m'a fait trembler. Pas par peur. Mais parce que je savais que ce qui était en jeu, c'était bien plus qu'une maison. C'était ma dignité. Mon droit d'exister. Damian et Roberta l'ont su par courrier officiel. Je n'ai rien dit. Eux non plus. Ils se sont enfermés dans leur chambre, ont passé des heures à murmurer. Le soir, Roberta est partie de la maison sans dire où elle allait. Damian est resté seul dans la cuisine. Je l'ai vu assis, la tête entre les mains, comme si tout le poids du monde s'était abattu sur lui. Je me suis approché. Pas par pitié. Par besoin. Ça va ? Ai-je demandé. Il a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré ou pas dormi depuis des jours. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, maman. Si, tu le sais. Mais tu ne veux pas l'admettre. Elle m'a dit que tu voulais nous prendre la maison, que tu allais nous mettre à la rue. Et toi, tu l'as cru ? Je ne sais pas. Je me suis assise en face de lui. Le silence était plus lourd que n'importe quel mot. Damian, je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas ruiner ta vie, ni celle de Juana. Je veux juste du respect. Un peu de paix. Un espace à moi. Une vieillesse sans peur. Mais avant, tu allais bien, non ? Avant, je me taisais. Il y a une différence. Il n'a rien dit de plus. Juste un signe de tête. Comme s'il comprenait enfin quelque chose. Pas tout. Mais quelque chose. Il est allé se coucher sans me regarder. Le procès approchait. Francisca m'a emmené acheter des vêtements. Elle insistait pour que je me montre sûre de moi, forte, comme la femme que j'étais avant. Elle m'a coiffé, maquillé un peu.
et m'a offert un foulard bleu qu'elle avait ramené du Maroc. Elle disait que ça me porterait chance. Ce matin-là, devant le miroir, je me suis vue différente. Plus droite. Plus présente. Comme si je commençais enfin à me retrouver. Au tribunal, Omar m'attendait avec sa mallette. Il était impeccable, calme, avec cette façon de parler qui rassure. Il m'a donné ses dernières instructions. Puis on est entré. Damian est venu seul. Roberta n'a pas voulu assister. Juana était avec Francisca, au parc. Je ne voulais pas qu'elle voie tout ça. Dans la salle, le juge nous a observés avec attention. Omar a exposé les faits. Il a présenté des documents, des photos, des témoignages. On a lu la lettre de Juana. Le juge l'a demandé à voix haute. Son ton a changé en la lisant. Il s'est arrêté plusieurs fois, comme si chaque mot était trop lourd. Damian baissait les yeux. Il ne disait rien. Mais quand ce fut son tour, il a demandé pardon. Pas des excuses. Des regrets sincères. Il a reconnu son silence, son abandon, sa complicité. Ma mère ne mérite pas de vivre comme ça. J'ai échoué en tant que fils. Je le reconnais. Le juge l'a regardé sérieusement. Êtes-vous prêt à corriger cela? Damian a hoché la tête. Le juge a réfléchi un instant, puis a rendu son verdict. Il devait me rendre une chambre privée. Me laisser un accès libre aux espaces communs. Respecter totalement mon autonomie. Et me redonner le contrôle sur une part de mes revenus. Une mise en garde officielle a aussi été décidée contre Roberta. Si elle recommençait à m'attaquer, elle pourrait être poursuivie au pénal. Je suis sorti du tribunal en silence. Omar m'a accompagné dehors. Francisca et Juana m'attendaient. Ma petite fille a couru vers moi et m'a serré si fort. Que j'ai eu l'impression que tous mes os s'étaient remis en place. T'as gagné, mamie. Non, ma fille. J'ai juste repris ce que je n'aurais jamais dû perdre. Ce soir-là, je suis rentré la tête haute. Damian m'a accueilli à la porte. Il m'a proposé un thé. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes avaient changé. Roberta n'était pas là. Elle était partie chez sa mère, furieuse du jugement. Je ne savais pas si elle reviendrait. Et, je m'en fichais. J'ai dormi dans la chambre qui avait été la mienne. Propre, rangée, avec mes affaires de nouveau à leur place. J'ai allumé une bougie. J'ai prié en silence. Et pour la première fois depuis longtemps. Je me suis endormi sans peur. Les semaines qui ont suivi, la maison semblait respirer autrement. L'air était moins lourd. Pas totalement calme, mais la guerre ouverte semblait finie. Roberta n'est pas revenue tout de suite. Damian disait qu'elle prenait du recul. Mais je soupçonnais qu'elle essayait de le faire culpabiliser. Moi, je ne disais rien. Je n'étais plus la médiatrice ni la victime silencieuse. J'étais une femme qui avait décidé de ne plus jamais subir. Peu importe de qui ça vient. Damian montrait de petits signes de regret. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Me proposait de m'accompagner aux courses. Cuisinait même parfois chose qu'il n'avait jamais faite. J'acceptais, prudemment. Ce n'était pas de la rancune. Mais je ne voulais pas confondre gentillesse avec pardon total. Des années d'oubli ne s'effacent pas avec 2 plats et 3 sourires. Juana, elle, se rapprochait de plus en plus. Elle m'aidait à ranger mes affaires. Passait ses après-midi avec moi. Me demandait de lui raconter des histoires de quand son père était petit. Et moi, en racontant ses souvenirs heureux. Je recollais petit à petit les morceaux brisés de ma propre mémoire. Un après-midi, en buvant un maté dans le jardin. Elle m'a dit une chose qui m'a marqué. Je croyais que les adultes ne pouvaient pas changer. Que si quelqu'un était égoïste ou méchant, il le resterait toujours. Mais toi, mamie, t'as changé. T'es devenue plus forte. Peut-être que je n'ai pas changé. Peut-être que je suis juste redevenue celle que j'étais. Avant de me laisser éteindre. Alors moi aussi, je peux changer? Je ne lui ai pas pris la main. Mais son regard avait une profondeur que je ne lui avais jamais vue. C'était le regard d'une enfant qui commençait à comprendre les complexités du monde. Je lui ai dit que oui, que tout le monde peut changer. Mais que pour ça, il faut d'abord avoir du courage. Et elle l'avait déjà.
Une semaine plus tard, Roberta est revenue. Elle est entrée dans la maison sans dire bonjour, les lèvres serrées, le regard baissé. Damien l'a prise dans ses bras comme si rien ne s'était passé. Moi, je n'ai pas dit un mot. Elle est passée à côté de moi comme si j'étais invisible. Dans sa tête, elle résistait encore à l'idée que j'avais gagné quelque chose. Elle pensait que son pouvoir était intouchable. Mais maintenant, tout avait changé. Chaque fois qu'elle essayait d'imposer quelque chose, Damien l'arrêtait. Pas avec violence, mais avec une fermeté qu'il n'avait jamais eue avant. Il lui disait que les choses avaient changé. Qu'elle devait respecter les limites fixées par la loi et par la vie commune. Roberta le regardait avec mépris. Mais elle ne disait plus rien. Elle savait que le moindre faux pas pouvait se retourner contre elle. La tension était revenue dans la maison. Mais plus discrètement. Roberta ne criait plus. Elle ne me confrontait plus directement. Mais elle me lançait de petites piques. Elle laissait des assiettes sales exprès quand elle savait que j'en avais besoin. Elle changeait brutalement de chaîne quand je regardais quelque chose à la télé. Elle chuchotait au téléphone, et je savais que je faisais partie de la conversation. Je notais tout, comme Omar me l'avait appris. Mais plus pour porter plainte. Plutôt comme un exercice de clarté. Avoir un journal m'aidait à ne plus douter de moi-même. À ne plus retomber dans la confusion émotionnelle où j'étais piégé avant. Un soir, j'ai entendu une grosse dispute entre eux. Roberta criait à Damien qu'il n'était plus le même. Qu'il se laissait manipuler par une vieille femme amère. Et lui a répondu une phrase que jamais je n'aurais cru entendre. Elle ne me manipule pas. Elle me rappelle qui je suis. Après ça, il y a eu un long silence. Puis des pas fermes. Et une porte claquée violemment. Le lendemain, Roberta était partie à nouveau. Je regardais tout ça sans intervenir. Comme si, maintenant, le conflit ne m'appartenait plus. C'était entre eux. Moi, j'étais en dehors. Et ce dehors était ma liberté. Omar m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit que la maison était tendue, mais supportable. Il m'a demandé si j'avais pensé à déménager. J'ai répondu que oui, souvent. Mais que je n'avais pas encore trouvé l'endroit idéal. Il m'a proposé de m'aider. Il connaissait quelques résidences pour personnes âgées. Pas des maisons de retraite, mais des communautés actives. Avec des ateliers, des activités, et surtout, de l'indépendance. Rien que l'idée m'a fait peur au début. Mais ensuite, j'ai commencé à me dire que je méritais peut-être ça. Un endroit où je n'aurais pas à surveiller mes mots à chaque instant. Où je pourrais marcher sans craindre d'en déranger un autre. Ce soir-là, Juana m'a entendu parler au téléphone. Elle m'a demandé. Tu vas partir? Je ne sais pas encore. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais faire ce qui te rend heureuse. Mais si tu pars, je veux venir te voir tous les week-ends. Je l'ai serré dans mes bras. Sa maturité, sa fidélité. C'était le fruit de ce que j'avais semé dans cette famille. Et même si j'avais échoué dans bien des choses. En elle, une graine avait germé. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était ma petite sœur Laetitia. Cela faisait des années qu'on ne se parlait plus. Elle m'a dit qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Qu'une amie commune lui avait montré l'article du jugement dans le bulletin légal. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir. J'ai accepté, avec des réserves. On avait des comptes non réglés. Des blessures anciennes jamais complètement refermées. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose de sincère. Quand je l'ai vue franchir la porte de la maison, j'ai ressenti un mélange, nostalgie, méfiance, tendresse. On a passé toute l'après-midi à parler. Elle m'a demandé pardon de ne pas avoir été présente. Je lui ai avoué que moi aussi, je m'étais éloigné, par orgueil. Entre larmes et sourires. On a repensé à notre enfance. Aux étés chez mamie. Aux bêtises avec les cousins. C'était un moment nécessaire. Elle m'a rappelé que, malgré tout, j'avais encore des racines. Que je n'étais pas seul. Laetitia m'a proposé de venir passer quelques jours chez elle, pour respirer un peu. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Quand elle est partie, je me suis assise dans la chaise à bascule du patio. Le soleil se couchait. Le ciel était entre or et orange. Comme s'il promettait quelque chose. Je ne savais pas quoi.
Mais je sentais que quelque chose allait changer. À ce moment-là, j'ai ressenti une certitude profonde. Je n'avais pas à rester là où je n'étais pas la bienvenue. Pas par entêtement. Pas par fierté. Mais parce que je méritais mieux. Parfois, le plus courageux n'est pas de se battre pour rester, mais de savoir quand partir. Et même si je ne savais pas encore quand, je savais que ce jour approchait. En rentrant dans la maison, j'ai vu une vieille photo de Damian et Juana. Dans un cadre couvert de poussière. Je l'ai prise, je l'ai nettoyée. Et je l'ai posée soigneusement sur la cheminée. Puis je suis allé me coucher. En paix. Pour la première fois depuis des années, une vraie paix. Après la visite de Laetitia, quelque chose a changé en moi. C'était comme si cette conversation avait enlevé une vieille couche de poussière sur mes souvenirs. J'ai compris que le problème n'était pas juste Roberta. Ni même l'abandon de Damian. C'était plus profond. C'était l'habitude de me faire petite pour ne pas déranger. De me taire pour ne pas provoquer. De retarder mes envies pour préserver un équilibre familial fragile. Je ne voulais plus vivre comme ça. J'avais 66 ans. À porter des culpabilités qui n'étaient pas les miennes. À accepter des miettes d'affection comme si c'était un festin. À attendre de la reconnaissance de ceux qui ne faisaient que m'utiliser. Je me suis demandé pourquoi j'avais mis autant de temps à me réveiller. Mais je savais aussi que parfois, il faut toucher le fond pour voir clair. Et cette clarté m'a poussé à prendre une décision. J'ai commencé à chercher un endroit pour vivre seul. Je ne voulais pas de luxe, ni de modernité. Juste un endroit avec de la paix, de la dignité, et de la liberté. J'en ai parlé à Omar. Il m'a envoyé plusieurs options. J'ai pris mon temps. Un lieu en particulier m'a touché. Un petit complexe d'appartements adaptés aux personnes âgées autonomes. Avec un jardin, une bibliothèque, des ateliers d'art. Ce n'était pas une maison de retraite. C'était un lieu de vie. Pensé pour des gens qui ont encore beaucoup à vivre, à apprendre, à ressentir. Rien que de m'imaginer là-bas. Ça me donnait des frissons de peur, mais aussi d'excitation. J'en ai parlé à Juana. Elle m'a regardé en silence. Puis, les yeux pleins de larmes. Elle m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi, mamie. Avant, je pensais que les grands-mères étaient là pour s'occuper des autres. Mais maintenant, je comprends qu'elles ont aussi le droit de prendre soin d'elles-mêmes. Cette nuit-là, j'ai dormi avec une sérénité nouvelle. Je ne rêvais plus du passé. Je rêvais du futur. Roberta est revenue quelques jours plus tard. Cette fois, plus calme, presque neutre. Peut-être qu'elle s'était résignée à la nouvelle réalité. Elle n'a pas essayé de discuter, ni de s'imposer. Mais elle ne s'est pas rapprochée non plus. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. Elle m'observait avec méfiance. Comme si elle ne comprenait pas comment je pouvais encore être là, si calme, si sereine. Mais ça ne m'importait plus. Je ne craignais plus son mépris. Elle avait perdu son pouvoir sur moi. C'était une femme sans pouvoir. Parce qu'elle ne pouvait plus me manipuler. Et ça la détruisait. Damian, lui, a commencé à s'intéresser à mon projet de déménagement. Au début, il avait l'air perdu, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je voulais partir. Maintenant que tout était redevenu calme. Je lui ai expliqué que ce n'était pas pour fuir. C'était pour grandir. Qu'on peut aussi évoluer à 66 ans. Que ce n'était pas un abandon. Mais une manière d'honorer mon histoire, mes blessures, mon parcours. Il a eu du mal à l'accepter. Mais il ne s'y est pas opposé. Il m'a proposé de m'aider à organiser le déménagement. J'ai refusé gentiment. Je voulais le faire à ma façon. Pendant ce temps, j'ai reçu une invitation d'Antonia. Pour participer à une rencontre littéraire au centre culturel. J'ai décidé d'y aller. En arrivant, j'ai été surprise de voir tant de femmes de mon âge partager leurs histoires. Leurs lectures, leurs poèmes. Je me suis senti appartenir à quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps. Je n'étais pas juste la mère de Damian. Ni la grand-mère de Juana. J'étais Estefania. Et ça suffisait. À la fin de l'événement, une des organisatrices m'a proposé de participer à un atelier d'écriture autobiographique. J'ai hésité, mais j'ai dit oui. Écrire, ça m'avait toujours attiré. Mais je n'avais jamais osé.
Je me suis assise devant une feuille blanche. Et j'ai commencé à raconter mon histoire. Pas avec haine. Pas avec tristesse. Avec une vérité pure et douloureuse. Et en écrivant, j'ai senti que chaque mot nettoyait mon âme. Chaque page était un pas de plus vers ma liberté. Un samedi après-midi. Alors qu'on buvait un thé avec Juana. Je lui ai dit que j'avais choisi l'appartement où je voulais vivre. Je lui ai montré les photos. Ses yeux brillaient. « Quand est-ce que tu pars ?» m'a demandé Juana, la gorge nouée. « Bientôt. Je veux organiser tout tranquillement. Je peux t'aider à décorer ta nouvelle maison. » « Bien sûr, mon amour. Ce sera notre projet. » Cette complicité était un baume. On a commencé à choisir ensemble les couleurs des rideaux, les plantes pour le balcon, les tableaux pour les murs. On riait comme si on construisait un château magique. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Francisca. Elle était en ville pour un rendez-vous médical et voulait me voir. On s'est retrouvés dans un café. En la voyant, j'ai été ému, c'était comme retrouver une partie de moi-même figée dans le temps. Elle m'a écouté attentivement pendant que je lui racontais tout ce que j'avais vécu. Elle m'a félicité pour le procès, pour la décision de partir, et pour le courage d'avoir rompu le cycle. Elle m'a dit que beaucoup de femmes vivaient des décennies piégées dans des dynamiques familiales oppressantes. Et que j'étais une exception. Je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne me sentais pas spécial. Je me sentais juste fatigué d'endurer. Mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. La majorité se tait. Moi, je ne pouvais plus. En rentrant à la maison, Roberta m'attendait dans la cuisine. Elle m'a regardé avec un mélange de défi et d'agacement. Sans détour, elle m'a dit. « Alors, tu pars ?» « Oui, ai-je répondu calmement. « Bientôt. »« Tu comptes emmener Juana aussi ?»« Non. Juana est ta fille. Moi, je ne prends que ma liberté. » Elle a laissé échapper un rire sec et m'a lancé un regard tranchant. « Ne crois pas que ça te rend meilleur de fuir. Partir, c'est juste une autre forme de lâcheté. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. Puis je l'ai regardée droit dans les yeux. « Je ne pars pas par lâcheté. Je pars parce que j'ai enfin compris que je n'ai pas à rester là où je ne suis pas aimé. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la dignité. » Elle est partie sans répondre. Je me suis assise pour respirer. La scène ne m'a ni blessé ni énervé. Elle m'a simplement confirmé que j'étais sur la bonne voie. Le lendemain, j'ai commencé à faire mes valises. Juana m'aidait avec enthousiasme. On séparait les livres, les photos, les souvenirs. Chaque objet portait une histoire. Mais je ne m'y accrochais plus avec tristesse. C'était un détachement nécessaire. Une partie de moi disait adieu à cette maison. Pas comme lieu physique. Mais comme symbole de tout ce que j'avais supporté trop longtemps. Damien passait parfois, silencieux. Je voyais que c'était dur pour lui. Mais il respectait ma décision. Un soir, en me voyant trier mes papiers, il s'est approché et m'a dit. « Je sais que je n'ai pas été le fils que tu méritais. Ne te punis pas, Damien. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu vas me pardonner ? Je n'ai pas besoin de te pardonner. Je veux juste que tu sois meilleur. Pour toi. Pour Juana. » On s'est pris dans les bras. Un geste court, maladroit, mais sincère. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à fixer la date. Je me suis assise avec mon carnet pour écrire une liste de choses que je voulais faire dans ma nouvelle vie. Apprendre à danser le tango. Prendre des cours de peinture. Visiter des villages. Lire tous les livres que j'avais laissés de côté. Rêver à mon âge comme si j'avais 20 ans. Parce que l'âme ne vieillit pas quand on la nourrit. Et alors j'ai compris. La fin d'un chapitre n'est pas une tragédie. C'est une porte ouverte. Une nouvelle histoire à écrire. Et cette fois, j'en serai la protagoniste dès la première ligne. Le matin du déménagement, le ciel était gris, mais il ne pleuvait pas. Comme si le ciel respectait mon moment. Je me suis réveillé tôt. Je n'avais pas bien dormi. Non pas à cause de l'angoisse. Mais à cause de l'émotion contenue. Je me suis habillé tranquillement. J'ai préparé un café.
Et j'ai fait un dernier tour dans cette maison qui avait été la mienne sans vraiment l'être. Chaque mur semblait me murmurer des souvenirs, qui maintenant se dissipaient comme de la fumée. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais une faim. Comme si je quittais une scène de théâtre après avoir joué un rôle trop longtemps. Damian est apparu à la porte de la salle à manger. Les yeux gonflés. Il ne m'a rien dit. Il m'a prise dans ses bras. Je lui ai caressé la nuque, comme quand il était petit. On n'avait pas besoin de mots. Juana est arrivée peu après, le sourire éclatant. Dans ses bras, elle portait une plante qu'on avait choisie ensemble pour mon nouveau balcon. C'était un ficus robusta, d'un vert profond, fort. Comme je voulais me sentir. Elle le tenait fièrement pendant qu'on montait dans la voiture, qui nous mènerait vers ce nouveau départ. Roberta ne s'est pas montrée. Je ne l'ai pas vue ce matin-là. Je n'ai entendu ni pas, ni porte. Comme si le silence était sa dernière parole. Et moi, je n'en avais pas besoin. L'absence ne me faisait plus mal. Elle faisait partie du soulagement. Le trajet fut court. Juana n'arrêtait pas de parler, faisant des plans pour le week-end suivant. Elle voulait dormir chez moi, rencontrer mes nouvelles voisines, décorer mon coin lecture. Je l'écoutais, le cœur gonflé. Cet enfant avait été mon ancre dans la tempête. Grâce à elle, j'avais retrouvé qui j'étais. On est arrivé au complexe vers la fin de la matinée. Le bâtiment avait une entrée simple, entourée de bougainvilliers en fleurs. Le gardien nous a accueillis avec gentillesse et m'a remis les clés. Quand j'ai franchi la porte de mon nouveau chez-moi, j'ai pris une grande inspiration. Tout sentait la peinture fraîche et les possibles. La lumière entrait par une grande fenêtre, illuminant l'espace d'une chaleur douce. Juana a couru ouvrir les rideaux et s'est exclamée. Le balcon est parfait pour nos après-midi lectures. On s'est mis au travail. On a accroché les rideaux, monté le lit, rangé les livres sur une étagère. Il n'y avait pas beaucoup d'affaires, mais c'était suffisant. Au moment du déjeuner, on s'est assise par terre, sur une nappe improvisée, et on a trinqué à la limonade. Elle m'a regardé et m'a dit: Mamie, ça ressemble à une maison heureuse. C'est parce que, pour la première fois, je suis heureuse moi aussi. Les jours suivants furent une danse de découverte. J'ai rencontré Clara, ma voisine d'à accent grave côté. Une femme de 72 ans qui enseigne l'aquarelle au centre culturel. Elle m'a invité à son atelier. J'y suis allé. Mes premiers coups de pinceau étaient maladroits, mais ils m'ont fait rire. Je n'avais pas ri comme ça depuis des années. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art, un autre de méditation, et un atelier d'écriture avancée. Mes journées se remplissaient d'activités qui me nourrissaient. Je n'avais plus de peur, plus de précipitation. Je me sentais en expansion. À chaque visite, Juana et moi partagions nos histoires comme deux amis. Elle me parlait de son école, de ses doutes, de ses rêves. Et moi, je l'écoutais pleinement. Non comme une grand-mère qui donne des ordres, mais comme une femme qui accompagne, qui écoute sans juger. Et elle me remerciait avec son affection sincère. Un après-midi, en marchant dans le parc autour du complexe, j'ai vu une femme assise sur un banc. Elle pleurait en silence. Je me suis approché doucement. Je lui ai tendu un mouchoir. Elle m'a regardé, surprise. Elle m'a remercié. On a commencé à parler. Elle s'appelait Dolores. Elle venait de perdre son mari. Elle n'avait pas d'enfant. Elle se sentait invisible. Je lui ai parlé de mes blessures. De comment j'avais passé des années à être une ombre dans ma propre famille. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu dans le visage d'une autre le même vide que j'avais porté dans le mien. Depuis ce jour, on se voyait chaque semaine. On marchait ensemble. On partageait des livres. On pleurait sans honte. La solitude fait moins mal quand elle est partagée. Un mois a passé. Je me sentais plus vivante que jamais. Un matin, j'ai reçu un mail de Damian. Il m'invitait à déjeuner. J'ai accepté. On s'est retrouvés dans un café près de son travail. Il était nerveux. Ça se voyait à sa manière de me regarder. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie. Qu'il devait comprendre pourquoi il avait permis autant de mal.
Il m'a demandé pardon. Encore. Mais cette fois. Avec une vraie humilité. Je l'ai cru. Il m'a parlé de Roberta. De leur relation qui s'abîmait. Et de sa peur de reproduire les mêmes erreurs avec Juana. Je lui ai dit que le plus courageux, c'était de briser les schémas maintenant. Avant de faire plus de mal. On s'est quitté avec une longue étreinte. Je l'ai vu repartir vers son bureau. Les épaules un peu moins lourdes. Ce soir-là, je me suis assise avec mon carnet. Et j'ai écrit. L'amour, ce n'est pas le sacrifice. C'est la liberté. Je me le suis répété plusieurs fois. Comme un mantra. C'était ma nouvelle boussole. Quelques jours plus tard, Francisca est venue me rendre visite. Elle m'a offert un livre qu'elle savait que j'aimerais. On s'est installé sur le balcon, entre rire et souvenirs. Elle m'a dit que je rayonnais. Je lui ai raconté mes ateliers. Mes promenades. Mon petit jardin qui poussait. Elle m'a félicité. M'a prise dans ses bras. Je lui ai dit que sans elle, je n'en serais pas là. Elle m'a répondu. Chaque pas, c'est toi qui l'as fait. Moi, je t'ai juste rappelé que tu avais des jambes. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Un dimanche, Juana m'a proposé un projet pour l'école. Un vidéo-reportage sur la femme la plus courageuse qu'elle connaît. Elle m'a filmé pendant que je racontais mon histoire. Je l'ai fait avec naturel. Sans dramatiser. Juste avec la vérité. La vidéo est devenue virale parmi ses camarades. Plusieurs grands-mères s'y sont reconnues. Elles m'ont écrit des lettres. L'une d'elles disait. Merci d'avoir dit ce que tant d'entre nous avons eu. Un jour, j'ai pensé qu'il était trop tard pour recommencer. Mais maintenant, je sais que non. J'ai pleuré en lisant ces messages. Pas de tristesse, mais d'espoir. Mon histoire, avec tous ses coups durs, pouvait servir à éclairer le chemin d'autres personnes. Et ça, c'était un cadeau que je n'attendais pas. Mais le changement le plus profond a été intérieur. Je ne me sentais plus coupable de choisir ma paix. Je ne doutais plus d'avoir fait le bon choix. Je ne me demandais plus si un jour on me remercierait. Je faisais tout pour moi. Et ce n'était pas de l'égoïsme. C'était de la justice. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me reconnaissais. Pas comme la mère parfaite, ni comme la grand-mère idéale, mais comme une femme qui a survécu à sa propre histoire. Qui l'a réécrite. Qui l'a rendue sienne, entièrement sienne. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Juana. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle avait eu une grosse dispute avec sa mère. Qu'elle se sentait incomprise. Je lui ai dit de venir. En arrivant, elle s'est jetée dans mes bras. Elle m'a demandé si elle pouvait rester quelques jours. Je lui ai préparé son lit avec tendresse. Pendant qu'elle s'endormait, je lui caressais les cheveux. Et je me suis dit, comme c'est beau de pouvoir être un refuge. Pas par obligation, mais par amour. Comme c'est beau d'offrir un abri. Sans se perdre soi-même dans le processus. Alors, j'ai compris autre chose. La vraie liberté. Ce n'est pas être seul. C'est pouvoir choisir avec qui être. Et moi, je pouvais enfin choisir. La fin n'est pas arrivée avec une grande explosion. Ni un drame. Mais avec un murmure. Un instant de clarté au milieu du bruit quotidien. J'ai reçu un appel inattendu un après-midi quelconque. C'était Damien. Sa voix était plus douce, plus humaine. Il m'a dit qu'il voulait me voir. Qu'il avait besoin de me parler. Avec sincérité. Sans masque. Sans reproche. Mon cœur s'est accéléré. Pas par peur. Mais parce qu'une porte s'ouvrait. Quand il est arrivé, je l'ai reçu avec un mélange de nostalgie et d'espoir. On a parlé pendant des heures. Il m'a avoué à quel point c'était difficile. De comprendre le mal qu'il avait fait. Pas seulement à moi. Mais à Juana et à lui-même. Il a reconnu que Roberta avait eu une influence toxique dans sa vie. Mais il a aussi assumé sa responsabilité. Ce n'était pas une excuse vide. C'était un engagement à changer. À devenir un meilleur père. Et un meilleur fils. J'ai senti que quelque chose renaissait dans notre relation. Quelque chose que je croyais perdu à jamais.
Cette rencontre n'a pas effacé le passé. Mais elle a ouvert un chemin vers le pardon et la réconciliation. Ce n'était ni facile, ni rapide. Il y a eu des moments de doute, de douleur. Mais aussi de croissance. Juana a recommencé à faire confiance à son père. Et moi, j'ai trouvé en moi la force de lâcher la rancune. Et de construire une nouvelle histoire avec eux. Sans oublier les blessures. Parce que guérir, ce n'est pas oublier. C'est apprendre à vivre avec les cicatrices. Qui font de nous ce que nous sommes. Francisca a continué à être mon grand soutien. Son amitié a été une ancre solide dans les jours incertains. Et une fête dans les moments heureux. Avec elle, j'ai redécouvert la joie de partager. De rire sans peur. Et de rêver sans limite. Ensemble, on a planifié un voyage. Une petite escapade qu'on avait toujours remise à plus tard. Ce fut une aventure. Qui m'a redonné confiance. Dans le monde. Et en moi-même. On a marché dans des rues que je n'avais jamais imaginé voir. On a respiré de nouveaux parfums. On a découvert d'autres cultures. Qui m'ont appris que la vie a toujours quelque chose de nouveau à offrir. Peu importe l'âge. Roberta a disparu de mon horizon. Au moins de mon présent. Je n'ai pas eu besoin de confrontation. Ni de vengeance. Son départ silencieux a suffi. À sa place. Une paix est arrivée. Une paix que je n'espérais plus. Cette paix qui naît. Quand on décide de laisser derrière ce qui nous fait du mal. Et qu'on fait de la place à ce qui nous nourrit. Je me sentais libre. Libre des attentes des autres. Libre des culpabilités imposées. Libre d'être simplement moi-même. Le jardin que j'ai planté sur mon balcon a bien grandi. Chaque feuille verte était une promesse. Chaque fleur, une célébration. Je le soignais avec dévouement. Et parfois, Juana et moi. On s'asseyait là pour lire. Rêver. Imaginer des futurs qui avant paraissaient impossibles. Cette connexion avec la terre m'a appris. Que la vie est un cycle. Planter, attendre, fleurir. Qu'on peut renaître autant de fois qu'il le faut. Ma pension. Celle qu'on avait méprisée. Est devenue un symbole d'indépendance. Avec elle, j'ai appris à gérer mes finances. À planifier mes dépenses. À gérer ma vie en autonomie. Je ne dépendais plus de personne. Pour survivre. Pour décider. Pour vivre. Et ça m'a donné une dignité. Qu'aucune insulte ni mépris ne pouvait m'enlever. Le jour où Juana est rentrée de l'école avec une médaille. Pour un concours d'art. Ses yeux brillaient comme jamais. Elle m'a dit que tout ce qu'elle avait appris avec moi l'avait inspirée à être courageuse. À suivre ses passions. Sans peur de se tromper. Cette déclaration. C'était la plus grande récompense que je pouvais recevoir. Mon héritage. Ce n'était pas des biens matériels. Ni des sacrifices invisibles. Mais de l'amour sincère. Et la leçon qu'on peut toujours recommencer. J'ai compris, enfin. Que le plus beau cadeau que je me suis offert. C'était de me permettre d'être heureuse. Sans condition. Sans excuse. Être heureuse à ma façon. À mon rythme. Avec mes décisions. Ce bonheur était ma vengeance silencieuse. Contre ceux qui avaient douté de moi. Je n'avais plus besoin de leur prouver quoi que ce soit. Ma vie parlait pour moi. Et ainsi. Dans cette nouvelle étape. J'ai construit un vrai foyer à moi. Un espace où les rires ont remplacé les larmes. Où la lumière a vaincu l'ombre. Où l'amour se montrait dans des gestes simples mais puissants. Un foyer qui ne dépendait pas de titre ni de possession. Mais de la paix intérieure que j'avais cultivée avec tant d'efforts. Et pendant que j'écris ces mots. Je sais que mon histoire n'est ni unique ni parfaite. Mais elle est vraie. C'est l'histoire d'une femme. Qui a trouvé sa voie. Alors que beaucoup pensaient que c'était trop tard. Qui a décidé qu'elle méritait du respect. De l'amour. Et de la dignité. Qui a appris à s'aimer sans condition. Et à laisser partir ceux qui ne la faisaient pas grandir. Parce qu'à la fin. Ce n'est ni la pension. Ni la maison. Ni les années. Qui définissent une personne. C'est sa capacité à se réinventer. À se relever encore et encore.
à avancer. Le cœur ouvert. Prête à recevoir le meilleur de la vie. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.